quoi ça? Ah, si j'avais su. Oui, il y a... Recto, verso. Remettant en cause les acquis qu'on peut avoir par rapport lorsqu'on est en maladie, le maintien de salaire en maladie, etc., etc. Et enfin, ce qu'on demande, c'est des véritables moyens pour pouvoir accompagner les enfants, les adolescents et les adultes qui lui sont confiés, que ce soit de la protection de l'enfance, que ce soit du domaine du handicap, que ce soit les réfugiés, etc. Hier, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi sur la protection de l'enfance, en reprenant des thèmes généraux, par exemple qu'il n'y a pas de sortie sèche des services de l'aide sociale à l'enfance, mais sans donner aucun moyen supplémentaire. Et c'est bien des moyens supplémentaires qui sont nécessaires pour qu'on puisse accompagner correctement et dignement les personnes qui nous sont confiées. Donc c'est pour ça que le médico-social, qui a fait déjà plusieurs journées, qui se retrouvera de nouveau en grève et dans la rue le 1er février, dans une trentaine de manifs, pour de salaire, pour de la défense de nos conventions collectives et pour un service social de qualité pour toutes et tous. Merci camarades. C'est très bien, c'est très bien. À coup sûr, je vais voir Sonia. Ouais, je filme ma camarade. Je sais pas. Bravo. Si, c'est bien, mais Donc c'est le 1er février que vous faites une manif. 11h, esplanade des droits de l'homme. Attends. Ah ben voilà, oui, que je puisse le mettre sur, Et même sur 2-3 parce que sur les réseaux sociaux aussi, tu vois, voilà. Hein? Tu tires? Tu tires? Alors... Ah, il y a du monde, ça. Alors, J'ai vraiment envie de faire un truc pour leur dire. Bah oui. Besançon, on est assez voilà. En gros à 80%. Voilà. tu me le mets dans mon sac? J'ai plein de choses. J'arrive. Hop, c'est refermé. D'accord. Ah. Voilà, après il y en a plus. On peut pas. Bonjour, c'est...
C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut Et puis en fait, ils l'ont battu. On essaye la deux. Pour transformer l'école, faut pas de la bricole, il faut de l'ambition et de la concertation. Pour transformer l'école, faut pas de la bricole, on ne fera pas sans rien, il nous faut des moyens. Pour transformer l'école, faut pas de la bricole, il faut de l'ambition et
et de la concertation. Pour transformer l'école, Faut pas de la bricole. on ne fera pas sans rien. Il nous faut des moyens. Pour transformer l'école, Faut pas de la bricole il faut de l'ambition. et de la concertation. Pour transformer l'école, Faut pas de la bricole. on ne fera pas sans rien. Il nous faut des moyens. Pour transformer l'école, Faut pas de la bricole il faut de l'ambition. et de la concertation. Pour transformer l'école, Faut pas de la bricole. Avec ou sans papier, c'est pour la lutte de tous les salariés. CDI intérim, public, privé, avec ou sans papier, unité dans la lutte de tous les salariés. CDI intérim, public, privé, unité dans la lutte de tous les salariés. CDI intérim, public, privé, avec ou sans papier, unité dans la lutte de tous les salariés. CDI intérim, public, privé, avec ou sans papier, unité dans la lutte de tous les salariés. C'est les profits qu'il faut taxer, c'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits, c'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer, c'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer, c'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer, c'est pas les salariés, C'est pas les retraités. c'est les profits qu'il faut. Pour les salaires, ça doit être la même chose. Les prix sont à la hausse. Pour les salaires, ça doit être la même chose. Boulot à l'extérieur, y a trop de chômeurs. Dans les écoles, les hôpitaux, y a trop de boulot. À l'extérieur, y a trop de chômeurs. Répartition du travail entre tous. On est là, on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités. Le capitalisme, c'est la désolation. Le renverser, c'est la solution. Le capitalisme, c'est la désolation. Le renverser, c'est la solution. Le capitalisme, c'est la désolation. Le renverser, c'est la solution. Le capitalisme, c'est la désolation. Le renverser, c'est la solution. Pour augmenter les salaires et les pensions, prenant sur les profits des patrons. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble. Allez, viens tenir le drapeau au pire. Allez. Drapeau, je prends le drapeau. Parce qu'on en a marre, il faut me ici. Nos hôpitaux et nos écoles, il y en a ras-le-bol. La guerre, elle est surtout après. Ah Qui ferme nos usines, les hôpitaux et nos écoles. Non, non, ras-le-bol.
les jeunes dans leur guerre, les vieux dans leur misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans leur guerre, les vieux dans leur misère, de cette société-là, Enfin. on n'en veut pas. Les jeunes dans leur guerre, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la guerre, les vieux dans la misère, de cette société-là. Jour de carence à faire sauter. Si tu veux un autre projet, si Blanquer n'arrête pas de t'écouter, Viens avec nous manifester. l'école publique on veut bouger. Viens avec nous manifester. Si toi aussi tu veux gagner, Avec nous manifester. et si t'aimes bien la marche à pied, Viens avec nous manifester. pour un autre projet de société, Viens avec nous manifester. si tu veux plus d'égalité, Viens avec nous manifester. j'aime des salaires pas plus durés. Viens avec nous manifester. Si tu veux un autre projet, Viens avec nous manifester. De l'argent pour le social, pas pour le capital. Inès. C'est bon. Cette société qui engendre le chômage et la précarité de cette société qui engendre le chômage et la précarité de cette société qui engendre le chômage et la précarité cette société qui engendre le chômage et la précarité. Cette société qui engendre le chômage et la précarité. Cette société qui engendre le chômage et la précarité. Cette société qui engendre le chômage et la précarité. Engendre le chômage et la précarité.
société là. Allez, vas-y, vas-y. Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Waouh. Partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Tout est à nous, avec tous ceux qui allez l'envoler. Partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Tant où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche, à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées, qui chantent des chansons d'espoir, qui parlent de la liberté.
Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, 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 à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on s'est rencontrés. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand s'énervent les enfants. C'est dans la rue que ça se passe quand les rejoignent les parents. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe dans la rue d'à côté. C'est dans la rue que ça se passe comme dans tous les quartiers. C'est dans la rue que ça se passe. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. C'est dans la rue que ça se passe quand les rois sont matés. C'est dans la rue que ça se passe quand passe l'échiquier. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air. C'est dans la rue que ça se passe toujours en plein air. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe, on va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. Est-ce que la crise est bientôt finie ou pas? La reprise est-elle à l'horizon? Odile, 64 ans, rend visite à Charles, son papa âgé de 90 ans qui vit en EHPAD. À sa dernière visite, Odile a appris que les changes étaient désormais comptés par la direction de l'établissement, pas plus de 3 par jour. Odile a malheureusement dû faire le constat que la dernière douche de Charles remontait déjà à 15 jours. Et par manque de personnel, la suivante était encore une fois reprogrammée. Odile a aussi découvert que son papa était de plus en plus souvent véhiculé en fauteuil alors qu'il marche très bien, mais c'est vrai qu'il est un peu lent.
Depuis longtemps maintenant, Odile a compris que les personnels soignants de l'EHPAD souffrent aussi de tout cela. D'ailleurs, depuis quelques jours, ces personnels se sont mis en grève. Odile a depuis appris que les EHPAD étaient très recherchés par les investisseurs. Les profits sont sûrs, sécurisés et très importants. Odile se sent prise au piège. Les familles payent, les soignants s'usent, les résidents trinquent et les investisseurs encaissent. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Ouais, on est là, hein. Yes. Ça fait chaud, Pierre, quand même, hein. Ouais, ça fait du bien. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux. Je voulais leur dire merci. La 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 oh oh. La 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 oh oh. La 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 oh. 9h30, merci d'être avec nous sur BFM TV. Ce n'est plus un livre, c'est une bombe. Les Fossoyeurs, publié chez Fayard et écrit par Victor Castanet. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre qui fait l'événement depuis bientôt 48 heures. Pourquoi? Parce que vous dénoncez le business du leader des EHPAD privés. C'est Le Monde d'abord qui a révélé les bonnes feuilles de votre livre. Et puis le livre arrive maintenant en librairie. On parle du groupe Orpea. Qui est clairement pointé du doigt. Ça provoque de très nombreuses réactions, je le disais. Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, a même convoqué le directeur général d'Orpea dans les plus brefs délais. On va revenir dans un instant sur ce que vous racontez, vos révélations, mais vous vous attendiez d'ailleurs à un tel ramdam? Je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'écho, mais les personnes qui m'ont accompagné tout au long de cette enquête, les familles et surtout les salariés, ils espéraient depuis 3 ans que je mène cette enquête, mais depuis beaucoup plus longtemps, ils espéraient depuis peut-être 20 ans qu'il y ait un électrochoc dans l'opinion publique. Ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été aussi engagés dans cette enquête. C'est parce qu'ils voulaient que ça produise quelque chose de fort et surtout que les politiques s'en emparent. Alors justement, écoutons ensemble Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Rien ne permet de tels agissements et c'est dégradant. Et si ces faits sont avérés, bien sûr qu'ils sont extrêmement graves. J'ai besoin de savoir si vraiment il y a eu des rationnements, si on a rogné sur des moyens d'hygiène les plus élémentaires sur des résidents qui payent des prix assez énormes dans ces établissements. Je crois qu'on est en droit d'attendre un service de qualité quand en plus on estime qu'on a mis ses parents dans un établissement plutôt luxueux. Dans ce livre, vous dénoncez un système où les établissements sont faits pour être des vaches à lait d'un grand groupe privé. Il y a la maltraitance, il y a les rationnements. Les arrangements avec l'argent public aussi sont des accusations très graves. Et au fond, avant même de détailler tout ça, je me dis mais comment c'est possible? Comment ça a pu durer aussi longtemps? Pourquoi rien n'a été fait avant votre livre? C'est une question que je me suis posée tout au long de cette enquête. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est les contrôles de l'État qui sont défaillants. Voilà. Clairement. Et ça, j'ai des sources de l'intérieur qui témoignent à visage découvert, qui étaient des cadres dirigeants de l'entreprise, qui me racontent la facilité avec laquelle ils pouvaient pipoter les inspecteurs de l'État parce que les contrôleurs prévenaient à l'avance, 1 mois avant le contrôle, et donc vous aviez tout le loisir de prendre des mesures de nettoyage avant que les inspecteurs arrivent. Parce que c'est quand même... on ne parle pas d'épicerie, quoi. On parle de lieux qui sont soumis à un code de l'action sociale et des familles. Il y a les ARS, les agences régionales de santé, les conseils départementaux. Tout ça, quand même, devrait éviter ces dérives. Ça devrait, logiquement. Ça devrait, mais effectivement,
Moi, ce qui me marque depuis la publication des Bonnes Feuilles dans le Monde, c'est le nombre de familles qui me contactent que j'avais pas dans mon enquête, mais j'ai un mail toutes les 5 minutes des familles et des salariés qui veulent eux aussi témoigner et dénoncer d'autres dérives. Et ces gens-là, beaucoup me disent qu'elles ont alerté des ARS partout en France, des conseils départementaux, et que ça n'a pas été suivi des faits. Parfois, il n'y a pas eu de contrôle, ou parfois, les contrôles ont été mal effectués. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était des contrôles qui n'étaient pas inopinés, et donc le groupe avait tout le loisir de pouvoir préparer le contrôle. Racontez-nous le quotidien de ces établissements. Je précise tout de suite que votre enquête se concentre sur le groupe Orpea, je l'ai dit, et notamment sur un établissement qui s'appelle les Bords de Seine, qui est un établissement dit de luxe, parce que d'abord les tarifs sont quand même très importants. C'est, bon, je sais pas, c'est 10 000 euros par mois. C'est entre la chambre d'entrée de gamme est à 6 500 euros, ça. Et ça monte jusqu'à 12 000 euros, voire plus. Donc oui, c'est un prix moyen de 10 000 euros par mois. Ouais. Il y a des prix différents, mais il y a aussi une hiérarchie sociale. Oui, ça, dans ces EHPAD de luxe. C'est un des éléments que m'ont rapporté le personnel soignant de cet établissement, c'est qu'effectivement, en fonction de votre statut social, vous étiez plus ou moins bien traité. Et donc effectivement, il y avait, je dirais, que les moins bien lotis, c'était les résidents des unités protégées, souvent atteints de troubles cognitifs sévères, maladie d'Alzheimer par exemple. Et eux, effectivement, ils étaient, selon les témoignages que j'ai obtenus, totalement abandonnés. Et après, vous avez les résidents valides, moins dépendants, qui eux, du coup, souffrent moins des problèmes, des dysfonctionnements de l'établissement. Et puis ensuite, vous aviez les VIP. Et là, c'était effectivement des pensionnaires qui étaient issus du monde du spectacle, qui étaient d'une famille de gens célèbres, de journalistes aussi, d'hommes politiques. Et ceux-là sont mieux traités. Et ceux-là sont mieux traités. Ça, clairement, le groupe fait très attention à son image et donc ils font très attention aux personnalités médiatiques. Ce qui a beaucoup choqué dans votre livre, c'est le rationnement. Pratiquement pour tout d'ailleurs. Hein. La nourriture, les protections, racontez-nous. Moi, c'est effectivement un des points qui m'a le plus marqué. C'est quand, au départ, si vous voulez, c'est pas des familles qui me contactent. C'est des membres du personnel soignant qui m'alertent. Parce que ça, c'est important à dire parce que certains peuvent penser que on fait de l'EHPAD bashing. Moi, ce que je raconte, c'est que c'est le personnel soignant de ces établissements, c'est les salariés eux-mêmes qui viennent dénoncer les dérives. Et effectivement, dans cet établissement, mais ensuite dans d'autres établissements, ils vont me raconter ça, les rationnements au niveau des produits de santé et notamment des protections. Et aussi des rationnements au niveau de l'alimentation. Et donc ça, j'ai des témoignages très clairs qui me disent c'était 3 protections par jour et pas plus, et voire parfois moins. Et donc ça, c'était une règle fixe. Et donc quand parfois il y avait des résidents qui en nécessitaient plus parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient incontinents, ils ne pouvaient pas avoir plus de protection. Et ça, c'était un problème récurrent, systémique. On va écouter d'ailleurs la réponse du directeur général d'Orpea, Jean-Christophe Romercy, sur ce point précis. Il n'y a jamais eu la moindre restriction. Il n'y a jamais eu le moindre rationnement. Cela ne correspond pas à nos directives, cela ne correspond pas à nos valeurs, tout simplement. Nous ne sacrifierons jamais la qualité de l'accompagnement, la qualité des soins, à quelque notion de rentabilité que ce soit. Ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas ce qui nous a construits. Absolument pas. Nous travaillons depuis toujours en toute transparence. Quand il y a un souci, quand il y a un dysfonctionnement, nous l'analysons. Nous n'avons rien à cacher. Et nous continuerons de cette manière-là. Bon, il dément, vous maintenez, j'imagine, vos... Si vous voulez, c'est un sujet tellement sensible. Quand vous faites une enquête sur un groupe qui pèse plusieurs milliards d'euros, vous le faites, je peux vous dire, avec un appui juridique, avec des avocats, et aucune des interrogations, des accusations formulées dans ce livre ne sont pas accompagnées de témoignages de personnes qui parlent à visage découvert et de documents. Donc effectivement, je n'aurais pas écrit ça. Ça a pris des mois, des années pour faire ce travail. Et je l'ai fait parce que des gens m'ont accompagné et parlent à visage découvert. C'est ce qui fait, je pense, la force de ces témoignages. Alors, au-delà de
l'horreur que vous décrivez, de cette atmosphère. On le ressent presque, on le sent aussi presque, puisqu'il y a aussi des descriptions malheureusement olfactives de ce que vous avez pu voir et entendre. Il y a ce système qui gagne beaucoup d'argent sur le dos des personnes âgées, donc tout est fait pour gagner de l'argent. Il y a un remplissage surnuméraire, ça c'est la première chose. L'acceptation de profils qui n'ont rien à faire en EHPAD, il y a des postes de soignants manquants. Et vous révélez aussi comment Orpea profite de 300 millions d'euros d'argent public versé chaque année. Alors ça, il faut nous expliquer quand même comment c'est possible. Le grand public ne le sait pas forcément, mais les groupes privés, comme Orpea, qui génèrent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, touchent des dotations publiques. C'est-à-dire que tout le personnel soignant, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les infirmiers, sont payés par de l'argent public, des dotations publiques, et les produits de santé également. Donc tout ça est payé par des dotations publiques annuelles, et donc chaque établissement reçoit entre 1 et 2 millions d'euros pour payer ses produits de santé et ce personnel soignant. Ce que je raconte, mais c'est encore une fois rapporté par des témoignages de gens de l'intérieur, à tous les niveaux du groupe, d'anciens cadres dirigeants, parce que pour comprendre le mécanisme, il a fallu remonter au sein de l'entreprise, il a fallu remonter au sein de l'échelle décisionnelle, et j'ai eu des gens du service achat, du service RH et tout, qui me racontent ce système, et effectivement, on me rapporte que le groupe, si vous voulez, cet argent public doit bénéficier à 100% aux personnes âgées. Ils n'ont pas le droit de faire de marge dessus. Et il me rapporte que le groupe captait, au moins de manière indirecte, une partie de cet argent public qui n'allait pas au bénéfice des personnes âgées. Effectivement, je pense que le sujet le plus sensible, il est là, sur la manière dont le groupe a géré l'argent public. Et ça s'est fait par un certain nombre de mécanismes comptables, difficiles à appréhender quand vous êtes sur le terrain, mais que des gens à haut niveau m'ont détaillé. Ouais. Vous parlez par exemple d'un système de rétrocession d'argent sur des fournisseurs, notamment le fournisseur de couches Hartmann. En gros, Hartmann deal un prix pour les couches, mais l'entreprise ne baisse pas le prix sur le moment et lui reverse la différence en fin d'année. Ce qui se passe, c'est que le groupe va recevoir des dotations publiques pour chacun de ses établissements. Imaginons que sur un établissement, ils reçoivent 10 000 euros pour acheter des protections. À la fin de l'année, le conseil départemental va lui demander la facture. Il a bien une facture de 10 000 euros. Simplement, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que son fournisseur lui a reversé via un autre circuit financier de l'argent qui ne va pas à l'établissement, mais qui va directement au siège. Il reverse une partie des 10 000 euros. Il se trouve que pour les protections, ça a été un temps 28%. 28% de l'argent public alloué aux protections était reversé à la fin de l'année au siège. Ce qui fait, quelle est la conséquence de ça? C'est que du coup, vous n'avez pas dépensé tout l'argent que vous aviez pour les protections, donc nécessairement vous allez devoir les rationner et vous allez avoir des baisses de qualité parce que le fournisseur, pour maintenir son niveau de rentabilité, baisse la qualité des protections. Donc ce système-là, financier, comptable, il a des conséquences sur la vie des gens. La surpopulation ? Ça, on a du mal à imaginer comment c'est possible d'ailleurs, parce que on ne met pas plusieurs pensionnaires dans la même chambre quand même. C'est un cadre dirigeant d'Orpea qui parle là encore à visage découvert, qui me raconte ça. Lui, il était dans la branche, il était directeur médical à très haut poste de la branche clinique d'Orpea qui s'appelle Clinéa. Et effectivement, il me raconte des faits graves, à la fois des carences en personnel, c'est-à-dire qu'il baissait le nombre de soignants par rapport au poste réglementaire. Et de l'autre côté, effectivement, il dépassait. Et encore une fois, il dépassait à 5-10%. Mais ça représente des niveaux de marge importants à la fin de l'année. Le nombre de lits occupés. Donc sur un établissement de 100 lits, il pouvait faire parfois 103, 105, 110. Ce qui là encore a des conséquences sur la qualité de la prise en charge. Parce que du coup, vous n'avez pas le nombre de personnel adapté au nombre de pensionnaires. Bon, c'est édifiant, je pense que tous ceux qui nous suivent l'ont compris, évidemment, et quand on voit l'onde de choc que cela produit, vous avez subi des pressions pendant que vous écriviez ce livre. On dit qu'on vous a proposé beaucoup d'argent, même pour ne pas l'écrire, ne pas le publier plus précisément. Ça a été une enquête longue, difficile, parce qu'effectivement, j'ai reçu un certain nombre de pressions et de menaces de la part du groupe, mais aussi les gens qui ont participé à cette enquête. J'ai eu des sources qui, effectivement, m'ont rencontré pendant 4 rendez-vous très longs, m'ont donné des documents et qui, du jour au lendemain, après avoir été contactés par le groupe, faisaient machine arrière. Et effectivement, il est arrivé à la moitié de mon enquête, pas directement par le groupe, mais via un intermédiaire,
qui m'a fait effectivement une proposition en me demandant si je serais prêt à arrêter cette enquête pour 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là? On se rend compte à quel point c'est sensible, j'imagine. On se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est énorme. C'est des groupes qui génèrent des chiffres d'affaires colossaux. Et d'ailleurs, je constate l'argent qui est parti en fumée depuis l'apparition des bonnes feuilles dans le monde. Et oui, les dirigeants de ces groupes ont gagné énormément d'argent. Le fondateur, Jean-Claude Marian, a vendu, au moment de la crise du Covid, au début de la crise du Covid, en janvier 2020, les 7% d'actions qui lui restaient dans le groupe pour 465 millions d'euros. Donc c'est des groupes qui génèrent un argent qu'on n'imagine pas. Ouais. Merci beaucoup, Victor Castanet. Et vous pensez que la justice pourrait se pencher sur ce sujet? Ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il y a des plaintes qui sont en cours d'élaboration, qui vont être lancées dans les prochains jours, à la fois de familles, mais aussi de salariés. Et depuis les publications des bonnes feuilles, je vous dis, j'ai des mails en permanence de familles et de salariés qui veulent aussi participer à des plaintes collectives. Donc je me rends compte, et j'imaginais que c'était un sujet qui était d'intérêt national, mais je ne pensais pas que ça aurait une telle onde de choc et que tant de familles allaient me contacter à la suite de cette parution. 3 ans d'investigation pour ce livre, donc Les Fossoyeurs. C'est signé Victor Castanet et ça apparaît chez Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin, 9h46. S'il vous plaît, ça marche? Ouais. Chut! Un, deux. Bon, nous avions décidé avec les Gilets jaunes, devant chaque service public, de faire un petit topo sur chaque service public et ses difficultés. Nous n'avons pas pu nous arrêter à Bellevaux parce que c'était un peu étroit. Donc moi je vais vous parler de l'EHPAD. Je suis psychologue en EHPAD et aujourd'hui, et puis mes parents ont été en EHPAD. Donc je voudrais vous parler du fait qu'en Franche-Comté, nous sommes à la pointe du combat pour les EHPAD, puisqu'il y a les Opalines à Foucheran qui ont fait 117 jours de grève pour que les personnes âgées puissent être prises en charge avec une prise en charge digne de leurs besoins. Alors c'est le sous-effectif à chaque étage. Elles font les petits déjeuners, les toilettes, l'échange, les repas de midi, puis l'échange, puis les goûters. Puis à 16h30 souvent, elles mettent les gens en pyjama pour tenir le rythme. Elles courent après le temps. Du coup, la culpabilité ne cesse de croître chez elles et elles se retrouvent en burn-out, en troubles musculo-squelettiques ou en arrêt de travail. Tout cela, pourquoi? Parce que la vieillesse et la mort sont une manne financière. On parle de la silver economy qui rapporte 93 milliards d'euros et qui va encore augmenter. En public, on fait des économies sur le dos des patients, puisque l'hôpital, comme les EHPAD, sont gérés comme des entreprises. En privé, ce sont les actionnaires qui donnent les directives et ce ne sont pas des philanthropes. Quelle réponse le gouvernement a apporté? 100 millions d'euros pour 4381 EHPAD en France, soit, si on répartit équitablement, 22 825 euros par EHPAD, à peine de quoi engager un soignant, et encore. Pour nos aînés, c'est un grand service public de qualité, avec les moyens nécessaires pour une prise en charge digne et humaine, le soin privilégiant l'humain, augmentation des salaires et du personnel qui doit être mis en place. Cela ne peut se faire dans les EHPAD privés à but lucratif, puisque la rentabilité prime sur l'humain. L'intérêt général de nos aînés doit primer sur l'intérêt particulier des actionnaires. Voilà.
Il vous racontait une histoire assez terrible aussi d'une dame qui n'a plus d'argent pour payer la maison de Oui, retraite. le concours de tricot. Ouais, et on veut la faire partir. Elle veut pas partir parce qu'elle a des amis, elle est très heureuse dans cette maison de retraite. Et on lui fait croire qu'il y a un concours de tricot. Racontez. Oui. Alors en fait, cette dame est là depuis quelques années. Et puis, elle n'a plus d'argent pour payer la maison de retraite. Et donc, une première fois, on lui dit, bah, écoutez, il va falloir partir parce que vous n'avez plus les moyens. Puis, nos personnes âgées n'aspirent qu'à des repères et de la tranquillité quand ils sont âgés. Hein. Donc, ils aimeraient finir leur jour tranquillement et de façon apaisée. Donc, cette dame dit, ben non, pas du tout. Moi, je connais qu'ici. Et elle pousse même au fait de dire, si c'est ça, je fais une fugue ou je vais me foutre en l'air. Enfin, ça va loin, quoi. Vraiment, ça va loin. Et donc, il ne trouve rien de mieux que de lui dire, parce qu'elle adorait tricoter, qu'elle part faire un concours de tricot dans un autre établissement. Alors, comme elle aime tricoter et qu'elle a besoin de cette valorisation d'elle-même, elle est toute fière et toute contente de partir à un concours de tricot. Et en fait, elle part pas dans un concours de tricot, elle part dans un autre établissement avec 3 pelotes et 2 culottes, quoi. Et elle ne reviendra jamais. La tristesse. Oui, parce que c'est... Il y a pas de... Finalement, quand on est locataire, c'est ce que j'écris, on a des droits avant d'être foutu dehors. Il y a la justice qui passe et on a un avis d'expulsion. Là, il n'y en a pas. La justice ne passe pas pour faire valoir leurs droits. Et c'est ça aussi que je dénonce. Est-ce que vous avez été reçue par des politiques, Anne-Sophie Pelletier ? Alors, j'avais débattu contre Madame Buzyn à la fin de la grève. Depuis, je ne l'ai plus revue. Et je pense peut-être que je vais lui envoyer mon livre. Parce que non, reçu par aucun politique. Aucun. Ce serait bien quand même, non ? Surtout qu'il y a la loi dépendance qui devrait arriver là au 2e semestre. Si on fait un peu le calcul de ce qu'on nous annonce, pour prorata du nombre de personnes âgées de soignants, c'est un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. Ça suffira pas. À la porte de ce gouvernement, il y avait les patrons et près sur les cendrants. À la porte de ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et borne les pompiers. À la porte de ce gouvernement, il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte de ce gouvernement, il baisse